Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Psyturie, la chaîne qui parle mouvements sociaux, idées politiques et justice écosociale. Et aujourd'hui, nous allons parler de stratégie militante, particulièrement au sein du mouvement féministe, avec le livre de la sociologue Aurore Coquelin, La Révolution féministe. J'ai sorti une vidéo sur la première partie de ce livre qui est consacrée à l'histoire des féminismes en France. Je vous encourage à aller la voir, même si elle n'est pas indispensable pour comprendre la vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant. Dans tous les cas, l'un des points les plus importants que j'ai abordé dans ma vidéo, c'est que le féminisme, ce n'est pas un mouvement uni. Au contraire, c'est un mouvement qui est composé de plein de courants. Alors dans ce contexte, quelles sont les différentes stratégies en présence pour le mouvement féministe et quelles stratégies adopter? Avant de plonger dans le fond du sujet, l'autrice revient ici sur ce qu'elle entend par stratégie et pourquoi c'est si important. En termes politiques, la stratégie désigne un projet politique global et conscient, et si on remonte à la tradition marxiste, c'est un projet pour la révolution qui repose sur la conviction qu'une méthode particulière mènera à la dite révolution. Au contraire, la tactique est quelque chose de plus ponctuel. Pour l'autrice, face à une situation donnée, à une actualité donnée, c'est le système de mesures et de moyens pris en ayant en tête la stratégie globale dont on s'est doté. La tactique est le quotidien de la politique, alors que la stratégie est la vue d'ensemble de la politique. La stratégie ne peut pas être réduite à une seule tactique, elle est l'ensemble de tactiques orientées vers un même but. Si la question stratégique se pose pour la plupart des mouvements sociaux, l'autrice soutient que le mouvement féministe ne s'est pas vraiment confronté de manière frontale à cette question. Alors évidemment, les clivages concernant l'analyse du patriarcat ou les rapports à entretenir avec les institutions ou l'État impliquent des clivages stratégiques. Mais pour l'autrice, ils sont rarement assumés comme tels. Pour l'autrice, l'effacement relatif de la question stratégique au sein du mouvement féministe provient directement de sa rupture avec le mouvement ouvrier. Elle va donc revenir sur les deux principales stratégies féministes contemporaines, la stratégie réformiste et la stratégie intersectionnelle, afin de présenter leurs différences et leurs limites et de proposer sa propre stratégie. La stratégie réformiste se structure autour de deux types d'actrices différents. Les féministes d'État, qui développent une politique féministe au sein même de l'État, de ses administrations et de ses institutions, et les féministes institutionnelles, qui développent une politique féministe en dehors des institutions de l'État, mais travaillent et dialoguent avec l'État au sein de structures et d'associations professionnalisées. Même s'il y a des interactions entre ces courants et les personnes qui les font vivre, ils ne sont pas exactement les mêmes et donc ça reste important de les distinguer. L'institutionnalisation du féminisme en France à partir des années 60, mais surtout des années 80, va profondément changer les rapports du mouvement féministe à l'État, qui est passé d'un des principaux acteurs de l'oppression patriarcale à l'un de ses principaux interlocuteurs. Cela s'explique en partie par la perception que la présidence du socialiste François Mitterrand serait fondamentalement différente des autres. Cette institutionnalisation se traduit par une reconnaissance de l'égalité homme-femme au sein des institutions publiques, comme avec la loi sur la parité, mais aussi par le soutien financier et politique de l'État à de nombreuses associations féministes auxquelles on va déléguer des services et des missions. Mais si cette stratégie d'institutionnalisation a ses intérêts, elle a aussi beaucoup de limites. Le premier problème, c'est d'oublier que l'État fait aussi partie du problème, puisqu'il est un élément du système capitaliste dont la reproduction nécessite en partie l'exploitation du travail salarié et domestique des femmes. Alors évidemment, on peut conquérir certains droits et améliorer certains comportements, mais la véritable émancipation des femmes requiert une sortie du capitalisme, et donc de remettre en cause le rôle de l'État. Le deuxième problème, et qui est un peu lié au premier, c'est que la stratégie réformiste présuppose souvent que l'État serait un outil neutre que l'on pourrait mobiliser à notre profit pour lutter contre l'oppression des femmes dans la société. Et ici, c'est oublier que l'État n'est pas neutre. Au contraire, c'est un instrument central de la domination.
Pour l'autrice, dire cela, ce n'est évidemment pas dire qu'il faut abandonner les revendications destinées à améliorer ici et maintenant nos existences. Mais c'est dire que ces revendications immédiates ne seront obtenues que par la lutte et la mise en place d'un rapport de force, et que, par ailleurs, elles sont à conquérir dans le but de renforcer notre position dans la préparation de la révolution. Quand l'État fait des concessions sans lutte, c'est qu'il y trouve un intérêt supérieur. Un dernier point qu'il est important de mentionner lorsque l'on parle de féminisme réformiste, c'est la présence de plus en plus accrue du fémo-nationalisme. Contrairement au féminisme d'État et au féminisme institutionnel, il s'agit avant tout d'un positionnement idéologique. Le fémonationalisme désigne les tentatives de promotion de politiques xénophobes et racistes par la promotion de l'égalité des sexes, ainsi que la surfocalisation d'une partie des féministes sur l'islam, afin de le représenter comme la religion et la culture misogyne par excellence. Ce courant regroupe des politiciens et des politiciennes néolibéraux, des nationalistes et une partie des féministes. Selon l'autrice, qui cite ici les travaux de la sociologue féministe et marxiste Sarah Faris, le fémonationalisme permet de renforcer les stéréotypes de genre sur les femmes racisées, immigrées ou migrantes, de les pousser à une intégration économique et, in fine, d'en faire une armée régulière de travailleuses du travail reproductif dont l'économie mondialisée est extrêmement dépendante. En France, le fémonationalisme s'est particulièrement développé avec l'affaire du voile en 2004, où la loi raciste et xénophobe du gouvernement a été justifiée par une rhétorique féministe activement soutenue par une partie des féministes, comme Elisabeth Badinter, et l'association Ni pute ni soumise, qui a toujours été très proche du Parti socialiste. Pour l'autrice, ce que le fémonationalisme illustre de façon exemplaire, c'est que lorsque l'État défend de lui-même une politique apparemment féministe, c'est toujours sur la base de son propre agenda. Nous avons donc plus à y perdre qu'à y gagner. Dans ce cas, non seulement la rhétorique féministe est utilisée à une fin d'exploitation, en France pour assigner les femmes racisées au travail reproductif et à l'échelle internationale pour justifier des guerres impérialistes, mais elle vient discréditer aux yeux d'un nombre croissant de personnes la notion même de féminisme, de plus en plus associée au racisme. Dans le système actuel, toute avancée sociale ne peut être qu'arrachée à l'État. Si elle se fait avec sa collaboration, elle aura un prix. La stratégie intersectionnelle correspond à l'adaptation politique en France dans les années 2000 et 2010 de l'intersectionnalité théorisée aux États-Unis dans les années 90. Avant de tenter de comprendre les intérêts et les limites de la stratégie intersectionnelle, l'autrice tient à préciser plusieurs choses. La première, c'est qu'il serait erroné de réduire cette stratégie à un simple gauchisme ou à une pensée purement post-structuraliste, comme le font certains de ses détracteurs qui ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre sa complexité. La deuxième, c'est que l'autrice ne se place pas en opposition idéologique avec le féminisme intersectionnel et ses pratiques. Son but est d'émettre des critiques constructives sur les limites d'une certaine pratique militante du féminisme intersectionnel à la suite de sa propre expérience militante, dont elle reconnaît qu'elle n'est pas emblématique de l'ensemble des expériences des féministes intersectionnelles, mais qui a le mérite d'expliciter certaines dérives et insuffisances. Déjà, il s'agit de comprendre qu'est-ce que l'analyse intersectionnelle et comment celle-ci a tendance à se traduire d'un point de vue stratégique. L'idée centrale part du constat que de nombreux rapports d'oppression existent dans notre société. Ces rapports d'oppression ne doivent pas être hiérarchisés et sont autonomes entre eux. Ils définissent chacun une opposition nette entre un statut de dominé et un statut de dominant. Les dominants tirent de leur position un certain nombre d'avantages, matériels ou symboliques, qui sont appelés privilèges. Ces privilèges expliquent qu'a priori, les dominants n'ont pas intérêt à la fin du rapport d'oppression.
Mais cependant, les dominants peuvent se mettre au service des dominés et aller contre leur intérêt initial à ce que rien ne change en devenant des alliés. L'autrice voit plusieurs limites à la stratégie intersectionnelle qu'on va résumer en 8 points. Alors accrochez-vous bien, ça va envoyer. Le premier problème pour l'autrice concerne la notion de privilège. Déjà parce que ce mot implique un quelque chose en trop, et non un quelque chose que tout le monde devrait avoir. La notion de privilège attribue aussi aux individus la responsabilité des structures, et par conséquent peut amener à invisibiliser ces structures. La question est réduite à avoir ou non des privilèges, et pas à savoir si l'on occupe ou non une certaine position dans le rapport de production ou de reproduction capitaliste. Et se focaliser sur les privilèges nous fait perdre de vue le plus important, la question du pouvoir et de qui le possède dans la société. Pour l'autrice, avoir des privilèges, ce n'est pas avoir le pouvoir, c'est tout au plus avoir des avantages. Le pouvoir se trouve dans les structures, là où se reproduit la domination. Les individus et leurs privilèges ne sont qu'une matérialisation des effets des structures, notamment à travers leur socialisation. Le véritable pouvoir s'incarne dans le gouvernement, qui le maintient et qui le développe. Le véritable pouvoir est protégé par des structures qui ont pour vocation sa reproduction, comme l'État, ou sa protection, comme la police. L'autre problème de la stratégie intersectionnelle, c'est qu'elle a tendance à considérer que seuls les dominés ont accès à la vérité de leur oppression et des moyens de s'en libérer, que ce soit par leur position sociale ou par leur expérience concrète de la domination. À partir de là, un dominant qui souhaiterait devenir un bon allié du dominé doit s'engager à l'écouter, à le soutenir et à le suivre, tout en déconstruisant ses pratiques et son langage marqué par la domination. Alors évidemment, ce n'est pas mal en soi d'écouter les personnes qui subissent les oppressions, de soutenir leurs efforts d'auto-organisation et de reconsidérer la manière dont on se comporte avec eux. Mais l'un des effets pervers de cette logique, c'est que vu qu'il y a toute une variété de rapports d'oppression, tout le monde est dominant, tout le monde est dominé. Tout le monde est à la fois maître et esclave, et tout le monde est un allié potentiel. Il devient donc très difficile de naviguer là-dedans. Mais pourtant, seule une minorité de la population n'est dominée sur aucun axe, et seule une minorité de la population détient le pouvoir. Il serait pertinent ici de concevoir que la majorité de la population partage une position de dominé face à une minorité de dominants, ce qui n'empêcherait pas du tout d'envisager des particularités à chaque domination. Ce que l'autrice regrette aussi, c'est que la réception de l'intersectionnalité en France se soit un peu détachée finalement des bases matérielles qui étaient beaucoup plus présentes chez les Black féministes. Et donc on perd de vue les structures au profit d'une individualisation des rapports de domination. Il ne s'agit plus de combattre les rapports d'oppression et d'envisager l'émancipation à un niveau structurel, mais à un niveau individuel. Mais en luttant contre les expressions de la domination, on lutte contre les symptômes du système, mais pas contre le système lui-même. Et pour l'autrice, ça représente un effort épuisant, infini et vain. Une des conséquences inattendues de la stratégie intersectionnelle, et que l'autrice juge regrettable pour une théorie féministe, c'est celle du retour à une forme d'essentialisation des positions sociales. Les individus sont systématiquement rangés en deux catégories, celle de dominés ou celle de dominants. Le problème, c'est que cette vision binaire exclut toute porosité entre les deux catégories, comme si elles étaient imperméables les unes aux autres, et comme s'il n'y avait pas d'intermédiaire entre les deux. Lorsqu'un dominé bascule dans la catégorie des dominants, on va être amené à réinterpréter l'ensemble de son parcours selon ce prisme, comme s'il n'avait jamais été dominé auparavant. Pour l'autrice,
Au lieu de considérer que les individus sont définis par là où ils se trouvent socialement, il serait bien plus pertinent d'analyser la position sociale des individus en termes de trajectoires qui sont marquées par des évolutions dans le temps et des recompositions. En gros, d'analyser les rapports sociaux de manière dynamique, comme on le fait déjà en sociologie. La notion de privilège, le rapport dominé-dominant, la focalisation sur les individus et l'essentialisation des positions sociales sont autant d'éléments qui font que la pratique militante de l'intersectionnalité dérive souvent dans une espèce de moralisation de la politique et de culpabilisation des individus. Et du coup, ça pose très vite des problèmes de pureté militante. La pureté militante désigne une injonction à avoir un comportement parfait dans certains cercles militants. Après, il est très important de dire que les enjeux qui sont liés à la pureté militante ne sont pas exclusifs au féminisme intersectionnel. Mais force est de constater que, du fait de son analyse des dominations sociales qui est très portée sur les changements des individus au détriment des structures, la pratique militante de l'intersectionnalité peut très vite être confrontée à des problèmes liés à la pureté militante. Les interactions entre les militants et les militantes au sein des safe spaces sont assez emblématiques de ces dérives. Il y règne souvent une culture de la performativité militante où les faux pas sont assez peu acceptés et dans lesquels on exclut assez facilement les personnes jugées problématiques, ce qui conduit à un rétrécissement progressif des safe spaces sur un noyau de plus en plus radical. Cette dynamique est alimentée par une culture du call-out qui consiste à mettre en place une interpellation permanente de toute personne qui fera ou dira quelque chose de politiquement problématique. Le plus souvent, ce rappel à l'ordre concerne le langage, ce qui est emblématique selon l'autrice d'un certain biais intellectualiste qui se fixe abusivement sur les mots et sur le domaine du théorique. Les individus doivent être capables de tenir un discours non oppressif et avoir suffisamment déconstruit pour que cela se ressente dans leur discours. L'action politique est ainsi souvent réduite à une action sur le langage. Et en général, ça favorise les personnes qui maîtrisent le plus ces outils théoriques de la déconstruction. Pour l'autrice, ça ne veut pas dire que le langage n'est pas un enjeu politique, mais ça ne doit pas être le combat principal ou le combat unique. D'autant plus que empêcher de dire, ce n'est pas empêcher de penser. Il est donc essentiel de passer d'une logique de coercition à une logique de conviction. Autrement dit, les gens ne doivent pas être poussés à ne pas dire quelque chose parce qu'ils ont peur de représailles. Ils doivent être poussés à ne pas dire quelque chose parce qu'ils sont convaincus de la justesse politique de ne pas le dire. Car en dépit des énormes exigences dont on les investit, les safe spaces ne mettent pas fin comme par magie aux rapports de domination. Ces rapports de domination persistent également au sein des safe spaces, et le refus de reconnaître ça conduit à une chasse aux sorcières permanente dans les rangs du safe space, ce qui se finit très souvent par sa dissolution parce qu'il est impossible de trouver des personnes qui ne soient totalement extérieures à tout rapport de domination. En gros, lorsque la pureté militante et la création incessante de nouveaux ennemis devient un objectif en soi, cela conduit à la destruction des espaces militants. Pour l'autrice, il est absolument essentiel de détruire les mythes qui entourent les safe spaces. L'entretien de ces lieux ne peut pas devenir une fin en soi, d'autant plus qu'à l'extérieur, la société demeure inchangée. Il faudrait plutôt lui redonner sa fonction initiale, telle qu'envisagée par les Black féministes. Un cercle de parole en non-mixité, dont le but est d'être un instrument pour se rendre plus puissante, plus sûre de soi, et revenir dans des cadres mixtes afin de mener les luttes nécessaires au changement de la société. Pour l'autrice, il s'agit au contraire d'une vision bien plus enthousiasmante du militantisme. Un autre problème majeur qui découle de ces pratiques militantes, c'est l'idée selon laquelle toute personne, si elle est opprimée, détient la vérité incontestable de son oppression et donc la clé de sa libération. Il devient donc impossible de contredire politiquement une personne opprimée
si on n'est pas soi-même opprimé sur le même axe. C'est une logique dans laquelle la personne qui subit le plus de domination potentielle est la plus légitime pour donner son avis et imposer sa politique. D'un point de vue pratique, ça se traduit par une course à qui sera le ou la plus dominée au sein des militants, car en réalité, ce qui se joue ici, c'est une course à la légitimité au sein des espaces militants. Et ça pose beaucoup de problèmes. Penser que les dominés sont parfaitement infaillibles, c'est revenir quelque part à une certaine essentialisation des positions sociales qui ignorent complètement la complexité de leur reconfiguration potentielle. On peut être dominé sans avoir aucune conscience de la domination qu'on subit. On peut même être dominé et être pour le maintien des dominations sociales. La preuve, c'est qu'il existe des femmes de droite et d'extrême droite. Et puis il ne faut pas oublier que même au sein des personnes qui subissent un même type d'oppression, il peut y avoir des désaccords et des positions politiques différentes. Et même lorsque ces personnes sont plutôt d'accord entre elles, elles peuvent défendre des positions stratégiques différentes. Un autre problème concerne la radicalité lorsqu'elle devient une fin en soi. Cette radicalité pour la radicalité se traduit par une mise en scène de soi et de son mode de vie comme étant toujours plus radicale. Ça peut passer par des codes vestimentaires, par un certain langage et par certains comportements qu'il faut absolument avoir pour être bien accepté dans son milieu militant. Et ainsi, on peut être amené à entretenir cette radicalité, même si elle n'est pas judicieuse d'un point de vue tactique. La raison de cette surenchère est en fait assez simple. Elle permet d'obtenir une plus-value politique immédiate dans son milieu militant. Plus tu es radical, et plus t'es cool. Ici, le but du militantisme n'est plus de se confronter au réel. Le but du militantisme est d'accumuler du capital symbolique en mettant constamment en scène une posture de radicalité par peur de ne plus être à la mode. Mais cette posture ne peut exister qu'à l'intérieur de sa bulle sécurisée, car au contact du terrain, elle est impossible à tenir. L'action est nécessairement moins radicale qu'une position théorique. On doit composer avec de l'incertitude, avec des imprévus, que ce soit de manière positive, mais aussi négative. Et donc, ce ne sera jamais aussi parfait que dans notre petite théorie toute parfaite et bien rangée. Et donc, à choisir entre l'incertitude permanente qui caractérise l'action politique et le confort que nous amène une posture de radicalité, un certain nombre de personnes va choisir la deuxième option. D'autant plus que la plus-value politique qui est associée à la radicalité peut aussi se traduire en une plus-value sociale. Il ne faut pas oublier que certains milieux féministes et LGBT peuvent fournir tout un tas d'avantages économiques via des réseaux d'entraide et de solidarité, mais aussi des avantages relationnels, symboliques, professionnels et politiques. Il y a toute une économie qui est liée à ces mouvements. D'ailleurs, c'est pas mal en soi, mais ça peut se traduire par une sorte de dépendance qui rend d'autant plus grave le fait de se faire exclure de son milieu. En ayant tout ça en tête, cela révèle une autre facette de la culture de la radicalité. C'est un outil de distinction. Un outil qui vise à préserver le statut social d'une certaine élite militante vis-à-vis du reste des militants et des militantes du milieu, mais aussi vis-à-vis des personnes qui y sont extérieures et dont l'arrivée dans le milieu risquerait de remettre en cause le statut de cette élite militante. Et donc, l'objectif n'est plus de changer la société, mais de se distinguer du reste de la société. Se distinguer, quitte à ce que le message politique que l'on prétend défendre devienne inaudible. Se distinguer, quitte à se couper du monde, y compris des personnes qui sont concernées par la lutte. Se distinguer, malgré le fait que l'on soit de moins en moins nombreuses et qu'aucun changement social concret ne soit obtenu. Les conséquences politiques de cette culture de la radicalité sont un turnover militant permanent du fait des exclusions et une implosion des structures militantes qui ne peuvent tout simplement pas survivre à cette course à la radicalité. Pour l'autrice, la culture de la radicalité qui caractérise certains milieux féministes a tendance à développer une forme embryonnaire de bureaucratisation des structures militantes. Cette bureaucratisation
est la conséquence du principe de l'infaillibilité des dominés, mais aussi de l'usage de la violence et de la réduction au silence comme principaux instruments de la prise du pouvoir dans les organisations militantes. Selon l'autrice, alors qu'on prône la bienveillance et l'écoute dans les espaces sécurisés, on s'autorise un usage extrêmement lâche de la violence langagière, mais aussi parfois dans les actes, précisément au nom d'une rhétorique de la violence justifiée. On est violente parce que l'autre nous a opprimés. Là encore, la perception de la violence est extrêmement lâche, puisque tout est violence, tout peut justifier une réponse violente. Surtout, tout est une violence égale. Une violence langagière est équivalente à une violence physique, et une violence langagière non intentionnelle est équivalente à une violence langagière volontaire. Et si la violence en retour est entièrement légitime, la prise de contrôle d'une organisation par la violence en sera extrêmement simplifiée. Il suffira de mettre en avant les dominations qu'on a subies dans cette organisation et de mettre en place un rapport de force. Cette forme de bureaucratisation explique l'extrême méfiance de certains de ces milieux vis-à-vis de la rationalité et de l'argumentation. On se base sur le ressenti et la présomption d'infaillibilité du discours des personnes concernées au détriment de l'argumentation et de la démocratie interne. Et très vite, nous ne sommes plus dans la construction du collectif, mais dans la destruction des individus. Et c'est ainsi que, malheureusement, certaines personnes arrêtent de militer sur les questions féministes, voire de militer tout court. Le radicalisme et le sectarisme échouent tous les deux à susciter la mobilisation massive des femmes. À se mettre toujours plus en marge des grandes organisations sous prétexte qu'elles ne sont pas assez radicales, ce type de militantisme se coupe des masses et se replie sur un noyau de personnes surpolitisées. Bon alors maintenant qu'on a distribué pas mal de tatanes, on va remettre certaines choses au clair. L'autrice ne dit pas que toutes ces dérives dont on a parlé sont systématiques dans les milieux féministes. Elle le dit elle-même, les limites qu'elle met en avant sont issues de sa propre expérience, qui a été plus extrême que la moyenne du milieu. L'autrice ne dit pas non plus que c'est entièrement la faute de la théorie intersectionnelle, comme certains se plairaient à le dire pour justifier leur rejet de cette théorie. Au contraire, à travers quelques extraits de Bell Hooks, l'autrice montre justement que le problème est en grande partie lié à une déformation de la théorie intersectionnelle dans sa mise en œuvre militante, et pas forcément la théorie en elle-même. Et en même temps, la manière dont s'informent et se forment les militantes est extrêmement précaire et problématique. La plupart des textes du féminisme américain ne sont pas traduits ou le sont avec 20 à 30 ans de décalage. Et du coup, comme on connaît assez mal le contexte dans lequel elles ont émergé, on se met à appliquer des répertoires d'actions et des idées qui ne correspondent pas toujours au contexte français. Résultat, les milieux militants sont réduits à utiliser de petits modes d'emploi circulant sur internet et qu'ils vont appliquer de manière rigide et avec assez peu de recul critique. Et comme on se coupe des luttes de terrain, on finit par ne plus avoir aucune idée de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas, et donc le cycle peut recommencer encore et encore et encore. Les limites intrinsèques de la théorie intersectionnelle et ses déformations dans une certaine pratique militante ne veulent pas dire que tout est acheté. Pour l'autrice, la déconstruction du genre, la réflexion sur les croisements entre les dominations et la critique systématique de l'instrumentalisation du féminisme à des fins islamophobes, racistes et impérialistes sont des acquis précieux du féminisme intersectionnel. Le désaccord principal concerne la stratégie qui découle de l'analyse des oppressions par le féminisme intersectionnel. Et c'est pour ça qu'elle propose une stratégie féministe alternative à la stratégie réformiste et à la stratégie intersectionnelle, une stratégie féministe, marxiste et révolutionnaire. En articulant le féminisme avec le marxisme, l'autrice ne cherche pas à subordonner le premier au second. À l'opposé de la vision intersectionnelle,
qui divise la société en une multitude de systèmes de domination parallèles et définit des positions symétriques et essentialisées, dominant-dominé, on doit défendre l'idée d'un système intégré et combiner les différents rapports de domination ancrés dans l'histoire et les sociétés considérées et qui sont produits et reproduits par des structures économiques, sociales et politiques. Ce système intégré a pour base matérielle un mode de production et un mode de reproduction qui sont corrélés. Et pour s'attaquer à ce système, il faut revenir à la dimension économique et à la centralité du travail productif et reproductif. Si nos intérêts matériels spécifiques peuvent diverger, il faut garder en tête que nos intérêts matériels comme politiques plus globaux convergent largement. Et c'est important de rappeler ici que la convergence des luttes, ce n'est pas l'absorption d'une lutte par une autre. C'est la convergence vers un même objectif de deux mouvements distincts, mais qui y vont ensemble. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et appris beaucoup de choses. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles lectures afin de penser et de repenser le monde.